Bonjour et bienvenue à ce 1e numéro d'Objectif 2023 qui reçoit pour vous sur ces plateaux les directeurs généraux de Target. Il s'agit de Serge Mombo à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, votre cabinet d'études Target a publié récemment les résultats d'un sondage sur les préparatifs des élections. Peut-on savoir l'objectif de ces sondages et ces résultats? En fait, l'objectif, nous nous sommes dit qu'il y a un débat électoral et il y a eu plusieurs propositions de réformes qui ont été faites. On les a recensées et on s'est dit, les politiciens parlent, les médias en parlent, mais que pense la population? Et on s'est dit qu'on puisse interroger un échantillon de la population pour avoir les avis. Donc l'objectif, c'était d'une part d'avoir les avis sur les différentes réformes pour savoir si c'est favorable ou pas. Et de l'autre côté, quelles sont les attentes par rapport à la CENI. Donc c'était les doubles objectifs de cette publication. Et les résultats? Bon, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des réformes qui sont souhaitées par la majorité. Et il y a bien sûr aussi d'autres réformes qui ne le sont pas. Par exemple, l'élection des gouverneurs et des sénateurs au suffrage direct. Ça, c'est la proposition qui est la plus souhaitée par 82% des personnes qui estiment que les gouverneurs et les sénateurs ne doivent pas être élus par des personnes qui peut-être pourraient avoir été influencées. Ils veulent qu'eux-mêmes puissent désigner leur gouverneur, leur sénateur. Il y a la représentation des femmes, le quota pour les femmes, qui est une question qui avait été également posée. On a 77% des personnes qui sont favorables, parce qu'on estime qu'il y a peu de femmes en politique, et c'est plus les femmes qui ont émis ce pourcentage-là à 83%. Nous avons aussi la dépolitisation de la CENI. Ça, c'est la troisième grande réforme qui est ressortie, parce que on s'est dit qu'il faut que la CENI, de par son organisation, son fonctionnement, ne puisse pas être composée de politiciens et être influencée par les politiciens. Donc c'est 69% des personnes qui ont souhaité ça. Et il y a aussi la réforme sur le droit de vote pour les Congolais de l'étranger. En tout cas, 69% des personnes sont d'accord pour ça. Il y a aussi l'élection présidentielle à 2 tours. Donc, qu'on revienne à l'élection présidentielle à 2 tours, et on a 61%. Et il y a aussi que le Congolais, le candidat à l'élection présidentielle, soit de père et de mère congolaise. Là, nous avons 67% des personnes qui ont fait. Là, ce sont les réformes qui ont été perçues favorablement. Mais il y a 3 autres réformes pour lesquelles qui n'ont pas eu une opinion favorable. C'est l'élection présidentielle au suffrage indirect. Que le président soit plutôt élu par le Parlement. Là, c'est à peine 32% des personnes qui sont pour ça. La suppression du Sénat, on est à 39%. Et le scrutin proportionnel, on est à 42%. Donc on a quelques réformes qui sont souhaitées, mais d'autres ne le sont pas. Ça, c'était de manière générale par rapport aux réformes que nous avons listées, que nous avons soumises. Mais par contre, lorsqu'on a demandé aux gens s'ils étaient responsables de la CENI, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour de meilleures élections, le premier élément qui rentre, c'est l'honnêteté et la transparence. Donc les gens veulent que cette fois-ci, que l'on choisisse des personnes qui soient honnêtes, des personnes qui soient capables de mettre en place une transparence à tous les niveaux. Parce qu'on veut que les élections, qu'on arrive à retracer. Et il y a aussi beaucoup qui ont parlé aussi du respect de la volonté exprimée par la population. Mais qu'est-ce qu'ils ont constaté au départ pour qu'ils souhaitent à ce que prochainement qu'il y ait des dirigeants de la CENI honnêtes? Bon, je pense que ce n'était pas ça l'objet de l'enquête. L'objet de l'enquête, c'était justement, puisque nous, on n'a pas voulu faire une enquête en termes de bilan. Mais nous sommes plutôt mis en termes de perspective. C'est-à-dire, nous, on voit l'avenir. On se dit, les élections de 2018 se sont passées, il y a eu des contestations, il y a eu des critiques. Mais s'il faut maintenant organiser des élections, quelles sont les réformes que vous estimez qu'on devrait placer ou pas?
et que si vous étiez responsable de la CENI, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on puisse mettre en œuvre pour que les élections soient plus crédibles et plus transparentes. Donc nous étions dans cette perspective-là. On n'a pas été en termes de bilan. Alors, d'après les conclusions de votre étude, il se trouve que la majorité des Congolais veulent les réformes électorales avant 2023. Comment expliquez-vous cet engouement? Bon, je pense que c'est aussi lié par rapport à l'avenir du pays. Hein, et nous, on l'a constaté. C'est vrai que là, j'ai présenté les tendances générales, mais vous allez voir que dans l'étude, il y a aussi des scores qui varient d'une province à une autre, d'une catégorie sociale à une autre. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure là que le quota pour les femmes, c'est 83% des femmes qui sont plutôt favorables à ça. C'est vrai que les hommes, ils sont à peu près à 77%. Mais il y a d'autres réformes, par exemple, quand vous regardez la suppression du Sénat, c'est vrai que de manière générale, c'est moins favorable, mais quand on regarde les personnes qui sont dans le Grand Kasaï, notamment, c'est 60% des personnes qui sont favorables. Donc, quand on regarde, par exemple, d'autres réformes comme l'élection au suffrage universel à 2 tours, c'est plutôt les gens de l'Équateur qui sont beaucoup plus favorables. Donc, dans l'étude, on montre quand même qu'il y a quand même de petites différences et nous sommes convaincus que cela est aussi lié au débat qui a lieu et aux tendances politiques, peut-être des personnes qui portent tel ou tel autre débat. Je pense que c'est ce qui justifie également ces différents résultats-là tels que nous... Tout à l'heure, vous avez évoqué d'une manière générale les résultats de votre enquête, mais lesquels parmi les piliers des réformes sont les plus réclamés par les enquêtés? Bon, en tout cas, comme je l'ai dit, la première réforme qui est souhaitée, c'est l'élection des gouverneurs et des sénateurs au suffrage universel, direct. En tout cas, c'est ça qui est ressorti à plus de 80%. Il y a même des provinces, notamment quand je prends le Congo central, c'est même plus de 93%. Donc c'est vraiment ça qui est sorti vraiment comme la réforme qui est la plus souhaitée, du moins par rapport à la liste que nous avons faite. Il y a la dépolitisation également de la CENI, parce que aujourd'hui, quand on regarde la composition de la CENI, c'est composé des politiciens. Donc nous avons des politiciens et je pense que quelque part, quand quelqu'un est délégué par un parti politique, quelque part aussi, qu'on le veuille ou non, il se bat aussi pour les intérêts des politiciens. Et parmi les recommandations, justement, on veut une dépolitisation, que les animateurs, justement, soient des personnes impartiales. Que ce soit des personnes qui ne viennent pas des partis politiques, que l'on recherche les meilleures personnes possibles, les personnes honnêtes, compétentes, qui connaissent bien les matières électorales pour que ces personnes-là puissent justement travailler au niveau de la CENI. C'est ça les tendances qui apparaissent. Pour, par exemple, le cas de la dépolitisation de la CENI, il y a 73% d'hommes et 63% de femmes interrogées qui sont d'accord pour que la CENI soit dépolitisée. Mais en termes clairs, comment expliquez-vous cela? Bon, je pense que c'est aussi... c'est lié aussi à ce qu'on appelle les incertitudes qui amènent les élections. Parce que regardez, je crois que vous le voyez même dans d'autres pays africains, le leader de l'opposition, avant même la proclamation des élections, il dit qu'il a gagné les élections. Et le candidat du pouvoir, si c'est lui qui gagne, après, on proclame qu'on est président, etc. Donc, je pense que quelque part, on l'a aussi vécu un moment. Je pense que quand on a proclamé les élections, même ici en 2018, on a eu aussi également des soucis. Je pense que c'est lié aussi à ça, dans le sens que les gens se disent que pourquoi pas, que si les choses sont très bien faites, c'est impartial, c'est fait par des personnes qui n'ont rien à voir avec les intérêts politiques. On espère que dans ce cas-là, on aura moins de contestations. Je pense que c'est une revendication de la population. J'ose croire que vous suivez très bien le débat politique au sein du Parlement congolais en rapport avec la réforme de la CENI. Vous ne voyez pas que votre travail, c'est un coup de pied dans l'eau, d'autant plus que la loi votée ne prévoit pas la dépolitisation de la CENI? Bon, en fait, nous sommes indépendants de
des politiques. Nous avons travaillé sur un sujet d'actualité. Parce que si vous regardez bien l'historique de Target, on fait des enquêtes aussi sur les sujets d'actualité. On a publié beaucoup d'études sur la Covid, notamment sur le vaccin, etc. Il y a beaucoup d'enquêtes comme ça que nous faisons sur des sujets d'actualité. Nous, on est indépendants de ce qu'il y a comme débat politique. Si la dépolitisation n'a pas été prise en compte, mais au moins on voit que c'est une revendication de la population. Et comment les enquêtés ont-ils expliqué la dépolitisation, donc sur le choix de la dépolitisation de la CENI? Bon, je pense que c'est... Bon, on n'a pas posé une question qualitative parce que c'était comment. Notre question, c'est dans quelle mesure êtes-vous favorable avec les mesures suivantes? C'est une question quantitative, donc on a très favorable, favorable, défavorable. Et dans les réponses, c'est ce qu'on a fait. Mais on a expliqué aux gens c'était quoi la dépolitisation. Donc, comme vous le dites, dépolitisation, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de politiciens, qu'il n'y ait pas des politiques dans la CENI, dans l'organisation et dans le fonctionnement. Et comme je vous ai dit, c'est une question qui a été posée à laquelle on a eu ces réponses-là. Donc, c'est par rapport à cette explication que moi je peux donner. Je ne peux pas aller au-delà des chiffres. Moi, j'ai présenté les chiffres en termes de tendance et je vous ai dit que ces chiffres varient un tout petit peu par rapport à des catégories. Mais de manière générale, pour ce qui est de la dépolitisation, les tendances sont majoritaires partout. L'étude relève également que les Congolais veulent les retours de la présidentielle à 2 tours, vous l'avez dit tantôt, mais qu'est-ce que cela changerait d'après vous? Bon, je pense qu'avec 2 tours, déjà, il y a plus de débats. Parce qu'on suppose que lorsqu'il y a une élection qui est faite et que les 2 premiers sont là, après, on suppose on a le choix de bien réfléchir. Parce que là, on se dit, avec le système actuel, celui qui sort en tête, s'il a 5%, il passe. Alors que là, quand il y a élection à 2 tours, on a maintenant la possibilité de se dire, ok, là maintenant, ils étaient peut-être 24 ou 21, il n'en reste plus que 2. Ça offre maintenant la possibilité, dans ce cas-là, de se dire, ok, une première fois j'ai voté, là maintenant j'ai un choix final. Je pense que l'expérience qui a été faite avant, je pense que les personnes ont trouvé ça peut-être plus intéressant. Voilà pourquoi ils veulent. Parce que n'oubliez pas que nous avons posé également la question, parce que ça c'était l'alternative. Donc on a l'élection telle qu'elle se fait maintenant. Soit on fait aussi l'élection au Parlement, parce que c'était aussi une alternative. Ils ont opté pour l'élection présidentielle à 2 tours. C'est parce que justement ça permet de mieux affiner le choix. Mais selon eux, ça pourrait changer quoi? Bon, moi je me dis que c'est une manière de permettre d'affiner le choix. Au moins on est sûr que dans ce cas-là, il en reste 2. Parce que n'oubliez pas qu'il y a toujours beaucoup de candidats. Lorsqu'on commence une compétition électorale, il y en a toujours beaucoup. Or là, maintenant, s'il en reste 2, au moins on se dit, entre les 2, on a maintenant le choix. Et je pense que c'est ça qui motive cela. Et n'oubliez pas aussi qu'on regarde aussi d'autres pays. Je pense que s'il y a un pays qui est conçu comme un modèle, c'est la France. Quand on voit comment ça se passe en France, je pense même qu'à l'époque aussi, je me rappelle, les gens souhaitaient même un débat contradictoire entre les 2 candidats, comme cela se passe ailleurs. Donc je pense que ce sont des choses qui devront permettre justement un débat, parce que c'est important qu'il y ait quand même un débat politique. Parce que si aujourd'hui, on est à 20 et que le premier est à 6 et qui doit passer, quelque part, si les autres ont 5%, il y en a un qui a 6% qui passe président. Le débat politique, ils le veulent aussi? Vous dites? Le débat contradictoire, pardon, ils le veulent aussi? Non, ça, la question, on n'a pas posé la question par rapport à ça. Mais je sais que, à moins que je me trompe, le débat figurait parmi les choses qui étaient lors de la première élection. Je pense que... Mais ça n'avait pas eu lieu, mais c'est quelque chose qui est de soi, dans le sens que lorsqu'il reste 2 candidats, il faut qu'il y ait un débat. Donc, mais la question n'a pas été posée pour savoir si on veut un débat ou pas. Donc je préfère m'arrêter aux chiffres et aux questions qui ont été posées. Et la proposition de Noël Tchani de laisser la présidence uniquement aux Congolais des pères et des mères est soutenue
selon votre étude, à 70% de femmes et 65 hommes qui sont d'accord avec ça. Comment expliquez-vous leur choix? Bon, je pense que déjà là également, j'aimerais aussi donner une petite précision. C'est vrai que on regarde, c'est vrai que vous avez cité les scores des hommes et des femmes, mais de manière générale, ça fait 67%. Donc quand on prend l'échantillon hommes et femmes, ça te fait 67%. Mais là également, on constate qu'il y a des différences. Hein, parce que quand vous regardez, par exemple, au niveau du Grand Kasaï, on a à peu près 89% au niveau du Kasaï oriental, 68% au niveau, et 78% au niveau du Kasaï oriental. Et vous allez voir qu'à l'Équateur, on a à peu près 73%. Mais dans d'autres provinces, notamment au Kivu, hein, au Katanga, les scores sont juste autour de 50. Donc ça montre qu'il y a quand même des différences aussi de manière générale. Je pense que c'est le débat politique tel que cela est. Et je pense que ceux qui veulent que ce soit de père et de mère, bon, c'est la raison qui a été évoquée lors du débat. Mais pourtant, plusieurs voix s'élèvent pour dire que cette proposition de loi est qualifiée de divisionniste. Bon, je pense que voilà pourquoi nous disons que nous apportons les éléments par rapport à ce que pense l'opinion. Maintenant, ce que vont en faire les politiques, quelles sont les décisions qui sont censées en prendre, là, au moins, on a une idée de ce que pense l'opinion. Je donne un exemple sur la peine de mort. Si on fait aujourd'hui des enquêtes sur la peine de mort, vous allez voir que c'est la majorité des gens qui sont pour la peine de mort. Et est-ce que cela veut-il dire qu'aujourd'hui, on doit mettre fin au moratoire sur la peine de mort? Je ne le pense pas. Donc, il y a beaucoup de thèmes comme ça, vous allez voir que... Mais au moins, on a une idée sur ce que pense l'opinion de manière générale. Maintenant, comment cela peut nourrir le débat politique? Là, ce n'est pas notre responsabilité. Il appartient justement aux politiciens de regarder est-ce que dans le contexte actuel, faut-il ou pas le faire, etc., etc. Donc ça, comme je dis, mais au moins on a une idée que, de manière générale, les personnes souhaitent que le président soit de père et de mère. Alors, à ce stade, comment donner du crédit à votre étude que vous avez menée seulement dans 11 régions, alors que la République démocratique du Congo compte 11 régions? Je suppose que vous faites allusion aux provinces, déjà? Oui. Pourtant, il y en a 26. Oui. Au fait, si vous regardez bien dans nos conclusions, lorsqu'on fait une enquête de manière scientifique, les conclusions valent pour les régions. Voilà pourquoi même dans notre étude, nous avons déjà aussi précisé pour dire que les personnes ont été interrogées d'abord par téléphone. Donc ils n'ont pas été interrogés en... Un échantillon de 1000 personnes, oui. 1018 personnes. Parce que justement, lorsqu'on constitue un échantillon, ce qui est important, c'est sa représentativité. Et je pense que ceux qui font les statistiques vont vous dire qu'aux États-Unis, on a 300 millions d'habitants. Mais regardez les sondages sur Joe Biden, c'est 1000. Mais comment 1000 peuvent représenter 300 millions? C'est les lois de la statistique. On veille à faire des échantillons représentatifs. On veille à ce que chaque province soit représentée au prorata de son poids démographique. Et comme nous avons les statistiques au niveau de l'INS sur les scores, la répartition par tranche d'âge, par sexe, nous veillons vraiment à construire un échantillon qui puisse être représentatif. Et lorsque une enquête est bien faite, même si on fait la même enquête avec 5000, on aura des résultats avec des... approximatifs, plus ou moins les mêmes, et il y aura une marge d'erreur. C'est comme là, par exemple, quand vous dites c'est 67%, par exemple, pour un score, ça peut être entre 72 et 62. Donc, une autre enquête pourrait être faite, on aura globalement les mêmes tendances. Ce sont les règles, ce sont les lois de la statistique, parce qu'on ne peut pas interroger toute la population. Et pourquoi les 11 régions? C'est par rapport à ce que nous avions comme données statistiques. N'oubliez pas que nous avons fait une enquête par téléphone. Donc,
qui dit téléphone... Et pourquoi le choix du téléphone? Il y avait d'autres moyens aussi pour les faire? Oui, il y a plusieurs moyens de le faire. On peut faire une enquête par face-to-face, c'est-à-dire nous avons des enquêteurs sur place qui peuvent le faire, mais là, il y a un problème de temps, il y a un problème de coût. Parce que regardez, l'enquête que nous avons faite, c'était du 9 au 15. Donc, il n'y a même pas moins d'un mois. Est-ce que les temps couraient? Il ne fallait pas attendre, par exemple, un mois pour en finir? Non, c'est par rapport, nous évoluons avec les méthodes, comme on a dit, les statistiques évoluent, les méthodes d'enquête évoluent. D'ailleurs, ici, on peut faire les enquêtes téléphoniques, mais ailleurs, par exemple, où Internet est quasiment utilisé par tout le monde, on fait des enquêtes online aujourd'hui. Si vous regardez beaucoup d'enquêtes qui sont faites dans les pays développés, on utilise directement Internet parce qu'on suppose qu'on peut directement atteindre les gens. Nous, on l'a fait, comme on l'a dit, pour des raisons aussi de coût, pour des raisons aussi de temps, mais aussi parce que nous avions les bases téléphoniques des numéros de 11 provinces. On n'en a pas encore pour les 26. Parce que nous interrogeons les gens sur base des bases de numéros de téléphone. On ne les a pas encore. Et je pense que nous sommes en train de nous battre pour avoir... Vous comptez étendre prochainement? Oui, nous comptons vraiment étendre parce que ce qui est important, c'est le souci et les soins que vous prenez pour constituer l'échantillon. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a ce qu'on appelle le contrôle qualité. Ce sont des informations qui sont vérifiées, dans le sens qu'un enquêteur peut avoir une sympathie pour un leader politique, etc. Il peut être amené, quand il appelle quelqu'un au téléphone, à modifier, mais ces personnes-là sont rappelées. Nous avons entre 20 et 30% des personnes qui sont rappelées pour qu'ils puissent confirmer ce qu'ils ont dit, et on a la possibilité de pouvoir vérifier. Donc c'est une des méthodes parmi tant d'autres, mais c'est parce que nous nous sommes dit on doit aussi expérimenter. Et n'oubliez pas aussi qu'on est en période de Covid aussi. Et ce qui veut dire que même au niveau des recommandations internationales, parce que Target est membre des OMA, on est en train de plus en plus à recommander des méthodes qui évitent le contact physique. Ce qui fait que nous allons aller de plus en plus aussi vers des enquêtes téléphoniques, mais aussi des enquêtes avec Internet. Mais c'est vrai qu'avec Internet, pour l'instant, en RDC, c'est plus des enquêtes qui concerne les internautes. On ne peut pas faire une enquête avec une représentativité nationale parce qu'on a peut-être autour de 30% des personnes qui utilisent Internet en RDC. Donc on ne peut pas faire une enquête représentative en prenant Internet. Donc la méthode est liée à, comme j'ai dit, à toutes ces circonstances-là, Covid, temps, etc. Voilà pourquoi on a fait une enquête téléphonique. Comptez-vous partager le résultat de votre étude avec les autorités? Bon, déjà, nous, les résultats de l'étude ont été partagés au public. Hein, c'est-à-dire que nous avons fait un webinaire dans lequel on a présenté en toute transparence les résultats. Il y a eu des réactions de part et d'autre. Et nous sommes un cabinet d'études, nous publions les résultats. Et n'oubliez pas aussi un élément très important, c'est que pour faire une enquête, il faut des moyens. Et nous sommes un cabinet indépendant. Donc on ne peut pas aller courir derrière un sponsor ou un commanditaire pour faire une enquête. Nous sommes obligés de financer les résultats des enquêtes. Voilà pourquoi les enquêtes de Target, elles sont vendues. Donc ça veut dire que nous allons les proposer, mais ce ne sont pas des enquêtes qui sont gratuites et qui sont destinées à être mises à la disposition des personnes. Nous mettons à la disposition du public les grandes tendances et les médias, mais l'enquête proprement dite avec tout ce qu'il y a comme détail, elle sera disponible bientôt et au prix des études telles que nous les vendons de manière habituelle. Donc ce n'est pas une enquête gratuite que nous allons faire. Donc, nous lançons un appel aux autorités. Si elles sont intéressées, elles pourront acquérir cette enquête-là. Partant de cette étude, qui dites-vous des préparatifs des élections de 2023 ? Bon, moi je peux juste dire que ce serait très intéressant que à chaque fois qu'il y a des échéances importantes, c'est toujours important de faire des enquêtes, c'est toujours important de savoir où est-ce qu'on est en train d'aller et ça peut éviter des erreurs. Hein, je pense que si les résultats peuvent être utilisés par les autorités. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a une semaine, je crois, 1 ou 2 semaines, on a pris certaines mesures contre la Covid, notamment pour le transport en commun. Hein, rappelez-vous, mais le lendemain ou 2 jours après, la mesure a été retirée. Mais si on avait fait une enquête,
on aurait peut-être pu comprendre que cette mesure-là allait peut-être créer des tollés, allait peut-être créer des problèmes, etc. Nous, on est là, un cabinet d'études, on est là pour aider pour la bonne prise de décision. Donc, que les autorités, s'il y en a, si elles sont conscientes de tenir compte de l'opinion publique, elles sont censées regarder. Et comme j'ai dit, ce que pense l'opinion publique, on peut y réfléchir et on peut voir qu'est-ce qui peut être éventuellement changé ou modifié. Mais on ne peut pas évoluer à contre-courant de l'opinion publique. Parce que si on évolue à contre-courant de l'opinion publique, ça va vous rattraper tôt ou tard. Et c'est ça le message que nous donnons souvent à nos partenaires et à nos clients en leur disant, avant de prendre une décision, si vous faites des enquêtes, ça vous permet de savoir comment canaliser, même la communication. La communication peut être canalisée. Aujourd'hui, vous parlez de la loi de M. Tchani. Peut-être que si c'est ça, peut-être qu'on aurait pu trouver une autre manière de communiquer, peut-être une autre personne pour pouvoir porter la loi, parce que peut-être qu'en ayant fait une enquête préalable, on aurait pu comprendre peut-être les dérives dont vous êtes en train de parler ou les craintes qu'on est en train de présenter, parce que là, c'est une question d'intérêt général. Ça n'a rien à voir avec le débat politicien. Mais aujourd'hui, c'est porté, ça entre dans un cadre de débat politicien. Donc, c'est ce que nous suggérons, ce que nous recommandons aux différents décideurs, c'est de faire les enquêtes et d'en tenir compte et de voir comment modifier. Sinon, plus tard, on aura des problèmes, on aura des soucis. Et j'ai donné l'exemple de certaines décisions qui sont prises et retirées 2 jours après. Finalement, quelles leçons tirer de cette étude ? La leçon à tirer, c'est que ce serait bien que sur des options fondamentales, qu'on puisse être à l'écoute de la population. Et nous disons même que, même par rapport à certaines dispositions qui sont prévues, nous estimons que ce serait plus judicieux, je dis bien plus judicieux, de faire, sur certaines dispositions, de faire carrément un référendum, que plutôt de réunir le Parlement en chambre pour faire passer les lois. Parce que peut-être qu'en ce moment-là, on risque de faire passer les lois qui peut-être ne vont pas dans le sens des attentes de la population. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faut que la population, ce que je peux retenir comme leçon et comme message, c'est que ce serait bien de tenir compte des opinions de la population. Ça, c'est vraiment notre message. Une question de curiosité. Que diriez-vous à ceux qui disent ou pensent que cette étude a été téléguidée par certaines officines? Mais elle est téléguidée, je ne sais pas, mais je pense que quand vous regardez certaines résolutions ou certains points, je ne pense pas que cela arrange tous les camps politiques. Je prends un exemple. C'est vrai que la proposition de père et mère peut arranger certains camps politiques, mais je ne pense pas que les mêmes camps politiques sont intéressés par une élection à 2 tours. Je ne pense pas que le camp politique qui est intéressé par une élection de père et mère serait favorable à ce que l'élection soit à 2 tours. Vous allez voir que, et le même camp qui est pour peut-être père et mère, je ne pense pas que c'est le même cas qui est pour la dépolitisation de la CENI. Donc vous voyez que les résultats tels qu'on le voit, si on prend une seule réforme, on peut avoir l'impression justement que c'est téléguidé. Mais quand on regarde d'autres réformes, vous allez voir qu'aujourd'hui, ceux qui ont la majorité au pouvoir, s'ils regardent les résultats qui sont contre la dépolitisation, elle peut penser que c'est l'opposition qui a téléguidé notre sondage. Parce que en gros, on peut dire que cette étude a été faite avec objectivité. Voilà. Ça a été fait avec objectivité parce que, comme on a dit... Je ne vous prête pas le mot. Non, vous ne prêtez... Je vous le rassure parce que nous n'avons aucun intérêt. Et j'ai donné juste 2 exemples. La dépolitisation est soutenue par un camp qui est différent du camp qui soutient aujourd'hui la proposition de père et de mère. Mais les deux sont appréciés par la population. Je peux vous dire que c'est la population qui donne un point de vue. Et c'est maintenant aux politiques justement de regarder où est l'intérêt de la population et qu'est-ce qu'on peut faire pour que la population se retrouve dans le processus électoral. Donc, ça, c'est ce que nous avons voulu faire. Et justement, nous disons que ce serait bien justement de regarder notre étude dans l'ensemble. Je sais que chacun peut tirer de l'étude ce qui l'intéresse, mais je vous ai parlé de 9 propositions de réforme. Donc là, il y en a eu 9.
Mais il y a un camp qui peut juste exploiter une seule réforme qui lui est favorable et l'autre qui va critiquer la réforme qui lui est défavorable. Mais je pense que nous devons aller au-delà de la politique politicienne parce que nous ne sommes pas des politiciens et nous n'avons ni engagement politique ni rapprochement politique. En tout cas, ce n'est pas le cas. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin d'Objectif 2023. Avez-vous un mot pour clôturer? Oui, notre mot, c'est que nous insistons par rapport à ce que nous avons dit dès le départ, c'est que nous avons fait une enquête, on a donné ce que donnent les tendances de l'opinion publique. Elles peuvent changer, elles peuvent varier, mais le principe général, c'est qu'on doit tenir compte de l'opinion, sinon, tôt ou tard, cela risquerait de se retourner contre les personnes qui vont évoluer à contre-courant de l'opinion publique. Ça, c'est le conseil que nous donnerions aux différentes politiques. Et je pense que même quand on parle justement de la dépolitisation, je pense que la dépolitisation, tout le monde y gagnerait. Parce que ce n'est pas aussi intéressant que demain qu'il y ait une élection et qu'il y ait une contestation et qu'il y ait des troubles liés à l'élection. C'est toujours mieux que, comme on le voit ailleurs, celui qui a gagné l'élection est félicité par son challenger et s'il faut même qu'ils puissent travailler ensemble, ils vont travailler ensemble pour l'intérêt de la population. Moi, je pense que c'est ça qui est intéressant, que ceux qui sont élus, qu'ils soient conscients qu'ils ont été élus et qu'ils ont une certaine légitimité de la part de la population. La population se reconnaît en eux et même les adversaires politiques aussi, ils sont conscients que voilà, ça a été très bien organisé, j'ai perdu. Et comme ça, au moins, notre démocratie pourra évoluer. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Objectif 2023 de ces jours est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.